Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Donald Trump veut transformer la bande de Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient, des propos qui ont choqué la communauté internationale. Le politologue et spécialiste du monde arabe Gilles Kepel, de passage en principauté, réagira sur notre antenne dans quelques instants. Partir à la découverte des pôles pour en apprendre davantage sur les enjeux environnementaux, c'est ce que propose le programme pédagogique Students on Ice. 2 lycéens monégasques participeront à cette belle aventure dans quelques mois. Dans ce journal, nous ferons plus ample connaissance avec ces élèves qui s'engagent pour l'avenir de la principauté en siégeant au Conseil national des jeunes. Nous reviendrons également sur la victoire précieuse de l'AS Monaco Basket face à Baskonia en Euroleague. Et restez bien avec nous, à la fin de ce journal, nous vous emmènerons à Rome, suivre le concert de Cecilia Bartoli et des musiciens du Prince dans le temple des dieux romains, le Panthéon. Choc et stupeur après les propos de Donald Trump hier sur sa future vision de la bande de Gaza. Le président des États-Unis a annoncé vouloir vider cette terre palestinienne de sa population, ce qui a provoqué de nombreuses réactions à l'international. Un sujet qui a été notamment abordé hier soir lors de la conférence de la Monaco Méditerranée Foundation qui avait pour invité Gilles Kepel. Le politologue et spécialiste du monde arabe est venu présenter son dernier ouvrage, Le bouleversement du monde du 7 octobre, au retour de Trump aux éditions Plomb. Et il est avec nous ce soir. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Impossible de ne pas évoquer les dernières déclarations de Donald Trump pour débuter cet entretien. Le président des États-Unis a annoncé vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza et en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Ces déclarations ont été très critiquées au Moyen-Orient et au-delà. Et même sur la Côte d'Azur, je crois, puisque elles sont extrêmement surprenantes, comme si finalement la bande de Gaza, après tout ce qu'elle a vécu d'épouvantable, était devenue simplement un lieu pour faire un resort en évacuant sa population. Et ce qui s'assimile, selon certains, à une sorte de nettoyage ethnique. Alors on peut bien comprendre évidemment que les difficultés qui vont se présenter pour reconstruire la bande de Gaza sont absolument gigantesques. Il y a des immeubles détruits partout, des bombes non explosées, et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Des mesures radicales sont à prendre. Est-ce que cela signifie de déplacer les Palestiniens en Égypte d'un côté, en Jordanie de l'autre, pays qui ne veulent absolument pas les accueillir au passage, et surtout de torpiller la solution à 2 États, qui était la condition à laquelle l'Arabie saoudite et d'autres acceptaient finalement de s'inscrire dans une paix globale au Moyen-Orient. Ça, c'est un vrai point d'interrogation. En ce sens, les déclarations du président américain sont un peu contradictoires les unes avec les autres. Et on se demande d'une certaine mesure s'il s'agit d'un effet d'annonce, comme quand il a parlé de TikTok qu'il allait fermer, puis ensuite il y a eu un deal. Les droits de douane exorbitants qu'il voulait imposer sur ses voisins, puis ensuite il a dit on verra plus tard. Donc tout ça donne un sentiment tout à fait déstabilisant qui est un véritable, si j'ose me citer, bouleversement du monde qui a été introduit dans le système international, notamment depuis le 7 octobre 2023. On va y revenir dans quelques instants, c'est le titre de votre ouvrage. Mais quand on entend de telles déclarations de Donald Trump, quelles conséquences sa présidence peut entraîner sur le Moyen-Orient ? Pour l'instant, déjà on va voir si la libération des otages se poursuit, puisque Trump se présentait essentiellement comme un faiseur de paix. Maintenant, c'est surtout, il veut être un faiseur de deal, mais en passant par-dessus la volonté des populations locales. Et ça risque d'entraîner un blocage de l'ensemble des situations. Selon vous, l'annonce de l'accord du cessez-le-feu et l'investiture de Trump sont connectés, hein ? Oui, bien sûr, puisque c'est lui qui a exigé qu'il y ait un cessez-le-feu, qui a même tordu le bras à Benjamin Netanyahou, qui a envoyé son envoyé spécial, M. Witkoff, également promoteur immobilier comme lui, pour l'obliger à mettre en œuvre ce cessez-le-feu. Et ceci est une nouvelle illustration de ce bouleversement dont vous parlez dans votre ouvrage, le bouleversement du monde du 7 octobre au retour de Trump ?
Oui, je crois qu'on est effectivement dans cet immense bouleversement qui a été mis en œuvre à partir du 7 octobre et qui fait que le monde que nous avions connu, qui avait été fondé sur des règles, sur des relations entre États, qui avait été codifié par les accords de Yalta, qui ont eu lieu il y a à peu près 80 ans, que tout cela est en train aujourd'hui de s'effondrer avec des polarisations nouvelles du sud global contre le nord et avec un leader du nord qui semble complètement erratique lui-même. Et la chute de Bachar el-Assad en Syrie est aussi un exemple de ce bouleversement ? La chute de Bachar el-Assad a été la conséquence peut-être non voulue justement des attaques qui ont été menées par Israël contre les gardiens de la révolution iranienne qui encadraient l'armée syrienne et ensuite contre le Hezbollah. L'attaque des beepers qui a empêché les gens du Hezbollah, qui étaient un peu les officiers subalternes qui encadraient cette armée, s'il en restait, de continuer leur rôle et qui sont revenus précipitamment au Liban pour essayer de colmater les brèches. Et en fait, c'est pas tellement les opposants qui ont vaincu, puisque l'armée s'est effondrée complètement, c'était une armée clochardisée. Et aujourd'hui, effectivement, le système syrien est tombé complètement, c'est-à-dire que tout l'axe, entre guillemets, pro-iranien de la région a été détruit. L'Iran et ses alliés ont été repoussés vers l'est, loin de la Méditerranée, vers l'Euphrate, et ça bouleverse complètement la donne. Évidemment, c'est une actualité que nous suivrons de près. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Intéressons-nous à présent à ce programme baptisé Students on Ice. Depuis 2010, il permet à de jeunes étudiants du monde entier de participer à un séjour de sensibilisation dans les régions polaires. La campagne de candidature pour la prochaine mission vient de débuter. À Monaco, d'anciens élèves ayant déjà participé au programme sont venus témoigner de leur expérience vécue, notamment grâce au soutien de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Les détails dans ce reportage de Sarah Inkari et Patrick Aouzi. Parce que Dame Nature est la meilleure professeure en ce qui concerne sa matière, l'environnement, quoi de mieux qu'une immersion dans les pôles pour comprendre l'impact du changement climatique. En juillet et pendant 15 jours, 2 jeunes partiront pour une traversée en bateau dans le nord du Canada, aux côtés d'éducateurs et de scientifiques. Nous avons toujours eu à cœur de pouvoir promouvoir auprès de la jeune génération les grands défis environnementaux. Donc nous avons depuis maintenant 18 ans, depuis l'origine de la fondation, un magnifique partenariat développé avec cette fondation canadienne, Students on Ice, qui permet à une 50aine de jeunes du monde entier de se réunir une fois par an. C'est tout à fait bénéfique, c'est très concret. Et donc au-delà des paroles et des belles conférences, je crois qu'apporter à notre humble niveau, ce type d'expérience compte beaucoup. Anna et Maxime sont les lauréats 2024. Ils sont venus partager au Théâtre Princesse Grace, devant les élèves de première de la Principauté, leur périple extraordinaire, riche en rencontres en tout genre. J'ai pas envie que cette culture autochtone et tout disparaisse, toute une civilisation comme ça, parce que j'ai vu à quel point ça pouvait être, à quel point c'était tellement riche et varié, la langue, les coutumes, toutes les inventions, parce qu'ils avaient apporté des nombreux objets, les recettes culinaires, tout ça, c'était tellement vaste. Mon meilleur souvenir, c'était mes premiers animaux. Par exemple, la première fois quand j'ai vu ours polaire, je me réveillais trop tôt, j'ai même pas mangé. C'était 8h du matin. Je sortais dans le couloir, j'ai vu mon Anna qui était dans le Media Team. Elle m'a dit « Anna, venez, il y a ours polaire ». Elle m'a donné, comment il s'appelle ? Elle m'a donné le jumelle. Et moi, j'ai vu le ours polaire sur la Terre et moi, j'étais choquée. Il ne reste plus qu'aux intéressés de s'inscrire au plus vite au concours Un lycéen en Arctique pour faire partie de l'expédition qui pourra peut-être changer leur vie, à commencer par leur orientation professionnelle. Oui, on rappelle notamment que Justin Sergenti avait participé au programme Students on Ice en 2015 et son parcours professionnel l'avait ensuite emmené en Antarctique pour une mission sur la base de Concordia. En mai 2026, la Principauté prendra pour la première fois de son histoire la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Pour préparer au mieux ce mandat d'une durée de 6 mois, le comité de pilotage en charge de l'organisation de la présidence monégasque s'est réuni ce matin au ministère d'État
Pour une première réunion, l'opportunité de figer les grandes lignes et les rendez-vous qui rythmeront cette présidence à Strasbourg. Une présidence qui va permettre de mettre en lumière les valeurs que la principauté partage avec l'institution européenne, comme le sport, la protection des droits de l'enfant ou encore la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un premier pas en politique. 10 monégasques scolarisés de la 3e à la terminale ont pris officiellement leur fonction de conseillers nationaux juniors hier lors de la séance d'ouverture de la session 2025 du Conseil national des jeunes. Ces acteurs à part entière de la vie publique portent déjà un regard attentif et constructif pour une principauté plus attractive, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Sarah Nkari et Patrick Aouzi. C'est au tour de Selma Terbesh, je te prends la parole. C'est un honneur pour moi de participer à cette aventure aux côtés de vous tous, pour réfléchir et construire ensemble des projets pour l'avenir. Le trac est palpable chez les 10 volontaires qui ont pris la parole pour la toute première fois en tant que conseillers nationaux juniors. À partir d'aujourd'hui et jusqu'en juillet prochain, la voix de ces collégiens et lycéens sera entendue au sein de l'hémicycle au sujet de l'attractivité, thème de cette année. J'ai eu quelques idées en tant que jeune, surtout par rapport aux sorties. Quand on sort, on finit souvent au Starbucks. Et c'est vrai qu'avoir des petits bistrots ou des cafés abordables, c'était quelque chose qui me parlait en fait. Et j'aimerais bien moi, sortir avec mes copines et aller dans un petit bistrot au lieu de devoir aller à Nice. Voilà. Ça me tenait à cœur. Selma n'est pas là par hasard, elle a été choisie comme ses collègues sur la base d'une candidature solide. Mathilde Leclerc, l'élue qui les encadrera durant cette période de 6 mois, est particulièrement bluffée par la qualité des présentations. C'est vraiment agréable de voir des jeunes qui s'engagent pour leur pays et qui ont vraiment envie de faire bouger les choses et d'amener finalement leur petite pierre à l'édifice. Mais le but, c'est que le projet final leur ressemble vraiment et soit vraiment le reflet de leurs idées et du travail qu'ils ont mené tout au long de ces mois. L'année dernière, les scolaires qui composaient le Conseil national des jeunes ont évoqué l'interdiction de la puff, un sujet qui a fait l'objet d'une proposition de loi du Conseil national, reprise par le gouvernement qui a déposé à son tour un projet de loi en ce sens. La fin de la cigarette électronique jetable est donc pour bientôt. En attendant, les membres de la promotion 2025 ont du pain sur la planche. Et la première session de travail du Conseil national des jeunes est fixée au 5 mars prochain. C'est le choc de la 21e journée de Ligue 1. L'AS Monaco défie le Paris Saint-Germain demain au Parc des Princes. Un match capital pour les Rouges et Blancs qui veulent conserver leur place sur le podium face à un adversaire qu'ils ont déjà rencontré à 3 reprises cette année. Adi Hutter l'a évoqué aujourd'hui en conférence de presse. Je vous propose d'en écouter un extrait. First of all, then we were the first team in France. The win against them. Also, Atletico Madrid was the only opponent they won in Paris. At the moment, they are for me one of the best teams in Europe. For me, they are stronger than in December. But also the game in Doha, it was close from the result. Okay, they were better than us. But also when we are a little bit more lucky, we can go to the penalty shootout, and everything can happen. But we know they are really strong. But I always like it to go there to bring our best performance on the pitch, be competitive, and yes, this is our goal. And we want to see when we bring a good performance on the pitch, everything is possible. Et pour cette rencontre face au Paris Saint-Germain, Adi Hutter pourra notamment compter sur Moatassem Al-Mousrati, dernière recrue du club de la Principauté. Le milieu de terrain libyen, arrivé sous forme de prêt, a été présenté à la presse aujourd'hui au centre de performance. Il a exprimé sa fierté de porter le maillot rouge et blanc et son ambition d'apporter son expérience à l'AS Monaco. En basket, nouveau succès de la Roca Team en Euroleague. Fort de leur victoire face au Real Madrid, les hommes de Spanoulis ont confirmé leur bonne dynamique face à Baskonia. Victoire 92-85 dans un match plein de rebondissements et marqué par les 5000 points de Mike James en Euroleague, Gaëtan Lebrun et Arnaud Humbert. La Roca Team confirme son excellent début d'année, porté par le trio Mike James, Alpha Diallo et Matthew Strazel, auteur de 46 points et très adroit au tir. Les Monégasques ont réussi à pallier à l'absence de Jordan Lloyd.
Dominant dès le début du match, les coéquipiers de Alpha Diallo ont creusé l'écart jusqu'à 16 points à la mi-temps avant de se faire rattraper dès le retour des vestiaires par des Espagnols plus entreprenants offensivement. Et comme souvent cette année, les stars de la Roca Team ont su se montrer plus solides dans les moments importants afin d'offrir à Monaco un 3e succès de rang en Euroleague. I think right now we're in a good groove. Our defense is really picking up, and we're rebounding the ball while getting out in transition and getting assists. So I think we continue that, we can continue this win streak. I think you got to be really strong at home. You got to protect home court, and that's what it's all about in the EuroLeague. You know, away games are really tough, so when you get to play in front of your crowd, you got to make sure it's a good one. Une soirée marquée aussi par l'exploit de Mike James, qui est devenu hier le premier joueur de l'histoire à passer la barre symbolique des 5000 points en Euroleague. Une performance historique qui ne peut que inspirer ses coéquipiers. I think it's amazing, man. I've been playing with Mike this for 4th season, and he just continues to climb and get better, and it doesn't show that he's slowing down any bit. So I'm proud of him, and I think he got a lot more in the tank. Prochain rendez-vous pour la Roca Team ce vendredi en Euroleague face aux Partizan Belgrade. Oui, les Monégasques tenteront d'aller chercher une 4e victoire consécutive en Euroleague devant son public. Alors que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info les rencontres de Coupe Davis entre Monaco et le Portugal, la petite balle jaune sera de retour sur notre antenne avec le Rolex Monte Carlo Masters. L'édition 2025 aura lieu du 5 au 13 avril prochain sur les terrains du Monte Carlo Country Club, avec quelques révolutions cette année. Gaëtan Lebrun vous dit tout dans ce reportage réalisé avec Julien Laugier et Grégory Vintrebert. C'est l'un des grands rendez-vous sportifs de l'année en Principauté. Après une édition record en 2024, le Monte Carlo Rolex Masters se renouvelle encore cette année. Le format, lui, ne change pas. 56 joueurs rejoindront le tableau principal. Mais le prize money, lui, continue de grimper, avec des dotations qui dépasseront pour la première fois les 6 millions d'euros. Le cours numéro 2 sera renommé le cours de Massy, en hommage à Elisabeth Anne de Massy, ancienne présidente du Country Club et de la Fédération monégasque de tennis. Mais la grande révolution sera en matière d'arbitrage, avec la disparition des juges de ligne qui seront remplacés par le Hawkeye. On aura maintenant un système electronic line calling, c'est un système installé par l'ATP sur tout le tournoi. Ici on aura Hawkeye et toutes les lignes sont vraiment contrôlées par un système électronique. À la fois, il y a video review, ça veut dire que s'il y a un moment où un joueur va contester est-ce qu'il y a un double saut, est-ce que l'autre joueur a touché le filet, il y a plein de petites choses comme ça, il y a un contrôle de ça. Donc vraiment pour le joueur, il n'y a pas un niveau d'arbitrage plus élevé que ça. Une édition 2025 qui se déroulera sans le maître des lieux Rafael Nadal. Tout juste retraité, l'Espagnol pourrait être présent cette année dans les tribunes à titre symbolique. Je sais qu'il a voulu jouer ici en 2024, il était blessé juste avant le tournoi, donc il a tout fait pour préparer le tournoi. Et malheureusement, il n'était pas prêt. Et je sais que ça comptait beaucoup pour lui, le fait qu'il a gagné le tournoi 11 fois, 12 si on compte le double aussi, mais je sais qu'il veut revenir sur le tournoi et on sera ravis de le voir. Rendez-vous alors le 5 avril sur les terres monégasques où Stefanos Tsitsipas tentera de défendre son titre pour la 3e fois après 2021, 2022 et 2024. Monaco Run se déroule ce week-end en Principauté avec plusieurs épreuves au programme, dont le trail du Montagel, le 10 km ou le 5 km, auquel participera la championne olympique de triathlon Cassandre Beaugrand. La bonne organisation de cet événement nécessite des aménagements de circulation et de stationnement. Toutes les informations sont à retrouver sur le www.gouv.mc. Nous vous emmenons à Rome, à présent, dans un monument chargé d'histoire. Le Panthéon a accueilli dernièrement Cecilia Bartoli et les musiciens du Prince pour un concert sur invitation de l'Académie nationale Sainte-Cécile. Une expérience émouvante pour la directeure de l'Opéra de Monte-Carlo qui partage une histoire particulière avec l'institution musicale italienne. Le reportage à Rome de José Sacré et Camille Caloni. Au Panthéon de Rome, Cecilia Bartoli chante a cappella avec les musiciens du Prince, eux aussi a cappella, une œuvre de Perrotin, un compositeur français des XIIe et XIIIe siècles, maître de chapelle à Notre-Dame de Paris. On lui doit les premières grandes polyphonies sacrées. C'est la première fois que
que j'entends de la musique ici. Là, on a répété hier soir et c'est vraiment un lieu magique. C'est vrai que d'être à côté de la tombe de Raphaël ou de Corelli, c'est quand même un moment très, très émouvant pour moi. Très. C'était donc au Panthéon de Rome, le 4 février, une soirée exceptionnelle dédiée à la prestigieuse Académie nationale Sainte-Cécile, créée il y a 500 ans. C'est une institution très ancienne d'Italie qui a survécu l'histoire jusqu'à nos jours. Et les académici sont nommés par les autres académici, donc c'est comme une communauté d'artistes qui sont les meilleurs artistes d'Italie. Je suis académique moi-même, je suis devenue, et ma mère, elle a travaillé dans le chœur de l'Académie di Santa Cecilia, alors il y a quand même une longue histoire, et je suis tellement contente d'être là avec notre musicien aussi, les musiciens du Prince, ici à Rome, dans ce... Voilà, c'est un moment de grâce, oui, mais il fait froid. Il fait froid. Nous sommes heureux de porter le nom de Monaco à Rome, dans ce lieu tout à fait exceptionnel. Et toujours avec Cecilia Bartoli, c'est un bonheur, non ? Elle est aussi Elle a inventé, pour ainsi dire, aussi la musique baroque dans nos jours. On doit beaucoup à Cecilia pour la musique baroque et on est particulièrement heureux de pouvoir jouer avec elle. Un programme de musique sacrée, bien sûr, parce que le temple est devenu en même temps une église. Alors, musique sacrée de Vivaldi, musique sacrée de Handel. Voilà, c'est un beau voyage dans des pages magnifiques des grands compositeurs. Et on a à côté de Corelli. Alors, imaginez-vous Corelli, Raphaël, on a ce soir. C'est une fête, vraiment, la fête à Rome. Viva Roma! La fête à Rome dans un cadre unique pour Cecilia Bartoli et les musiciens du Prince. Parlons de toute autre chose à présent et d'une idée qui peut paraître surprenante. Que diriez-vous de vous inspirer des stratégies de Sapiens pour faire prospérer votre entreprise ? Eh bien, c'est le concept que porte Sandy Jacoby dans son livre qui vient de paraître. Une piste fiable qui se démontre au fil des pages. L'idée a attisé notre curiosité et c'est pour cela que nous avons contacté Sandy Jacoby pour en savoir plus. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Vous êtes cofondatrice de My Marketing Experience et vous êtes donc l'auteur de Homo Entrepreneurius aux éditions Eroles. Dans votre ouvrage, vous vous inspirez des stratégies de Sapiens pour les adapter à une entreprise, c'est ça ? C'est exactement ça, Émilie. C'est la paléoanthropologie, c'est l'étude de l'évolution des espèces humaines. Donc je suis passionnée, mais moi dans la vraie vie, je suis entrepreneur et j'ai une agence de marketing que vous avez citée qui s'appelle My Marketing Experience. Et en fait, j'ai tiré des parallèles entre les stratégies de survie d'Homo sapiens, c'est-à-dire pourquoi Homo sapiens a survécu par rapport aux autres espèces humaines, pour les adapter à sa propre entreprise, c'est-à-dire comment on les implémente dans son entreprise. Est-ce que ça a été un véritable challenge de s'attaquer à ce parallèle ? Alors, avant tout, c'est une passion. Donc, je vais quand même dire que c'est un plaisir parce que quand vous travaillez dans la passion, eh bien, oui, c'est un challenge, mais c'est quand même dans un autre état d'esprit. Donc, oui, le challenge a quand même été là, notamment au niveau tout ce qui est autour de la recherche, puisqu'il y a beaucoup de recherche et de documentation, que ce soit au niveau préhistorique, on va dire paléoanthropologique, ou au niveau également de la documentation sur les stratégies d'entreprise, parce qu'il fallait également apporter de la documentation sur ce sujet. Donc c'est un challenge, oui, mais c'est ce qui fait aussi le plaisir d'écrire et de sortir un ouvrage. Et quand on feuillette votre ouvrage, on se rend compte que chaque chapitre démarre par un fait paléoanthropologique qui découle sur une stratégie. C'est exactement ça. Il y a 11 chapitres et en fait, dans chaque chapitre, on va présenter un fait, une anecdote préhistorique
qui va servir pour des leçons business. Et ensuite, parce que se poser juste des leçons, ça ne va pas nous aider beaucoup à savoir comment on l'implémente dans son entreprise, il y a une troisième partie dans le chapitre pour justement quelles sont les questions à se poser et les actions à entreprendre dans son entreprise pour appliquer ces stratégies. Et des actions que l'on peut développer à tous les niveaux. Des actions que l'on peut développer à tous les niveaux, particulièrement au niveau marketing, communication, commercial, mais on parle aussi de management, de RH, vraiment de stratégie plus générale, et également au niveau des technologies, c'est-à-dire il y a 2 chapitres complets sur autour de comment j'utilise l'innovation et la technologie pour faire durer mon entreprise. C'est assez surprenant de se dire cela quand on sait que des stratégies qui datent de milliers d'années peuvent être aussi transposées à nos jours. Alors ça peut paraître surprenant, mais alors les premiers retours sont que quand on lit le livre, ça paraît une évidence. Mais si on y réfléchit bien, toutes les questions autour de comment je survis, comment je fais durer mon entreprise, alors qu'il y a de la concurrence, qu'il y a de l'incertitude, qu'il y a des changements, en fait, toutes ces problématiques ont déjà été vécues, notamment par les espèces humaines il y a plusieurs centaines de milliers d'années, et par Homo sapiens. Donc en fait, il n'y a qu'à s'en inspirer pour les adapter à notre entreprise. Alors Sandy Jacoby, pour donner envie à nos téléspectateurs de découvrir votre livre, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de chapitre qui nous permet d'avoir les outils pour réussir dans un contexte toujours plus concurrentiel et changeant ? Alors on va dire que tous les chapitres abordent plus ou moins ces sujets, mais je sais qu'il y a un chapitre qui retient particulièrement l'attention. C'est un chapitre autour de l'utilisation du langage. Alors je ne vais pas spoiler, je ne vais pas trop en dire non plus, mais c'est comment en fait notre faculté en tant qu'Homo sapiens à maîtriser le langage à un niveau beaucoup plus complexe que nos concurrents nous a permis de survivre. Eh bien aujourd'hui on le retrouve notamment en marketing et communication avec tout ce qu'on parle autour du storytelling, la culture d'entreprise, comment je diffuse mon message. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un chapitre complet, mais dans ce chapitre en tout cas, vous retrouvez tout du début à la fin pour implémenter cette stratégie dans votre entreprise. Voilà, et tous les autres chapitres sont à découvrir dans Homo Entrepreneurius d'édition Erroles. Merci beaucoup Sandy Jacoby d'avoir été notre invitée ce soir pour présenter votre ouvrage assez surprenant. Merci Émilie. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo d'Alban Gingembre, puis le magazine Rencontre. Ce soir, Yann-Anthony Nogues reçoit Ricardo Giraudy, fondateur de plusieurs enseignes de restaurants en principauté et à travers le monde. Les photos de fin de JT ce soir sont consacrées à un homme qui vient d'inscrire son nom dans la légende du basket, Mike James. Le meneur américain est devenu hier le premier joueur de l'histoire à franchir la barre des 5000 points en Euroleague et c'est à Monaco qu'il a signé ce nouveau record, une véritable terre d'exploits. Demain, vous avez rendez-vous avec Sarah Nkari pour votre JT. Passez une excellente fin de semaine sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Après une météo claire et lumineuse aujourd'hui, le beau temps deviendra variable demain en principauté. Malgré de belles éclaircies, de nombreux nuages sont attendus en deuxième partie de journée dans le ciel jusqu'à devenir très couverts en début de soirée avec peut-être quelques gouttes en prévision du week-end pluvieux qui nous attend. Du vent également avec des rafales atteignant parfois les 45 km/h. Et puis le thermomètre affichera 6 degrés le matin et 12 degrés l'après-midi. Le vendredi 7 février, nous fêterons les Eugénies. Et le 7 février, c'est aussi la journée mondiale pour un Internet plus sûr. L'occasion de se rappeler des dangers en ligne et des bons comportements à adopter sur la toile. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.